Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joléo, vous nous suivez à République démocratique du Congo, vous nous suivez également dans la diaspora. Je suis Mwanampenzi Manzokila à la présentation, mais sinon nous recevons en exclusivité Madame Rose Tuombea Nekahambu, elle est la coordinatrice de la DIFEGU qui est la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance. Madame Rose, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci de l'invitation, merci beaucoup de l'intérêt envers notre personne. Nous vous recevons en exclusivité sur notre chaîne. Vous le savez très bien que Maboya a été attaqué par les ADF, où nous avons même perdu environ une dizaine de personnes, des biens emportés, des hôpitaux brûlés. Et comment appréciez-vous l'attaque de Maboya les jours même de l'anniversaire de captivité des prêtres de Mbao? C'est d'abord une grande désolation, c'est avec une grande émotion, de pitié, de douleur que nous continuons à déplorer et à parler de la situation qui s'est passée à Maboya, l'attaque des structures sanitaires ainsi que la mort de plusieurs personnes, 7 personnes et des blessés. Et nous pensons que c'est arrivé au moment où on était en train de réfléchir sur des milliers de personnes qui nous ont déjà précédés par cette sale pratique. Et effectivement, comme vous le dites, c'était à l'occasion de l'anniversaire de prêtres qui ont été kidnappés et disparus jusqu'à aujourd'hui. C'est pour nous une occasion de dire aux autorités que nous avons constaté une certaine, en fait, un manque de prévention et de protection de la population. Vous savez, Maboya, c'est une entité qui se trouve à plus de 20 km de la ville de Butembo, mais aussi à quelques kilomètres de Kalunguta. Kalunguta a déjà été attaqué. Et donc, normalement, si on avait des autorités qui savent prévenir, Maboya et toutes les autres entités environnantes devraient déjà être sécurisées avec des positions n'importe où, même si nous ne sommes pas du domaine. Mais il fallait déjà qu'il y ait des mesures de précaution pour que l'entité aussi ne soit pas attaquée. Alors, quoi de plus de dire que de qualifier cet acte d'un acte de sabotage? Sabotage d'abord envers les structures sanitaires envers la communauté et envers la nation. Et sabotage toujours de la vie humaine et pourtant sacrée. Et qu'est-ce qui ne va même pas nous amener à croire qu'ils ont bien ciblé pour ne pas faire la tautologie, les personnes ou les structures qu'ils ont attaquées. Et en majorité des personnes, comme nous déplorons ici, des malades qui étaient dans une structure sanitaire, et la sœur, et docteur, la révérende sœur, la sœur Sylvie, qui était aussi des gardes. Donc c'est vraiment un énième cas de sabotage, mais aussi un énième cas de prise de conscience qui nous amène à la prise de conscience, nous, en tant que population, de comprendre que même si nous avons toujours été fiers qu'il y a des gens qui protègent et qui nous protègent et qui se battent pour nous sécuriser, mais il y a quand même des soucis. Des soucis du point de vue protection, parce que nous avons été informés que Maboya, la position de Maboya, n'avait que quelques éléments. Et comme j'ai dit, il est quand même inconcevable qu'une entité voisine a une entité qui a déjà subi des attaques, parce que Kalunguta, c'est déjà plus d'une attaque. Et donc, Kalunguta, Maboya, c'est vraiment des voisines, des entités voisines. Maintenant qu'on apprenne qu'une telle entité avait seulement une position de moins de 10 personnes, c'est vraiment avec pitié, avec déception qu'on attend tout cela. Ça m'amène même à me souvenir, à me rappeler du cas de Kakongura. Parce que là aussi, il y avait les mêmes chiffres là. Les militaires étaient au nombre seulement de 3 à 4. Donc, ils n'étaient même pas à 5.
une position qui est plutôt qui est censée sécuriser une prison centrale, une prison comme celle de Kakwangura. Et donc, nous comprenons encore des soucis de tactique, des soucis de stratégie ou des soucis de prise de conscience dans les chefs de nos militaires ou des responsables des opérations Sokola et leurs collaborateurs. Nous pensons que comme nous vivons dans une zone opérationnelle, ils devraient être conséquents à déployer les éléments et des positions comme ils ont fait ici à Ville de Butembo, par exemple, après l'attaque. Malheureusement, ça s'est fait après. Mais pourtant, c'est une chose qui devrait se faire avant. Ils doivent faire autant. Ou dans le cas contraire, c'est depuis les jours où nous avons été informés de ce cas de l'attaque de Maboya que nous avons dit, alors, dans le cas contraire, si notre armée se sent débordée, elle n'a qu'à en appeler à la population à la collaboration. C'est-à-dire, l'armée peut arriver à dire, par exemple, est-ce que nous pouvons nous pouvons former des sortes de brigades, des jeunes, par exemple, même des personnes volontaires dans chaque entité, des jeunes qui n'intègrent pas nécessairement l'armée, mais des jeunes bien formés pour prévenir ou pour faire face, ou pour remonter une alerte si rapidement, ou pour même s'affronter, s'attaquer à ou je dirais maîtriser une attaque. Et cela, si ça se faisait dans toutes les entités pratiquement de la région, parce que c'est une région opérationnelle, ça devrait déjà nous aider. Mais au même moment, l'armée, c'est ça débordée. Nous voyons clairement qu'elle est débordée parce qu'elle est toujours surprise autant que nous. Et elle est débordée, mais autant elle ne veut pas collaborer avec la population. Et toutes les fois qu'on veut collaborer, on est considéré comme ennemi. Donc je crois que là, nous devrions demander à l'armée, et c'est l'appel que j'ai fait au travers de cette caméra, que l'armée doit savoir que nous tous, nous sommes citoyens de ce pays et que nous avons aussi des responsabilités vis-à-vis de cette nation, bien que nous sommes des civils. C'est-à-dire, l'article 63 nous demande à la solidarité et à l'intervention en tant que citoyen ou citoyenne lorsque le pays est menacé. Et nous sommes menacés depuis longtemps. Nous sommes menacés de gauche à droite, nous sommes menacés du sud au nord. Donc nous devons l'armée doit être consciente et ouvrir ce couloir de collaboration avec la population. Et ça ne demande pas nécessairement que ça soit diffusé ou publié, mais elle doit voir comment travailler avec des structures, des brigades, des gens qui peuvent les aider. J'ai toujours dénoncé le fait que l'armée n'a jamais attaqué le problème à la cause. Je ne suis pas experte ou je ne vais pas me prévaloir d'honneur des leçons à notre armée, mais dans tous les échanges que nous faisons, lorsque nous avons des opportunités d'échanger avec les autorités de l'armée ou les autorités du pays, lorsqu'elles séjournent même ici, nous avons toujours montré que la grande cause de cette instabilité que nous vivons, qui nous arrache des êtres chers jour et nuit, c'est la porosité des frontières. C'est-à-dire, nos frontières sont perméables au point que n'importe qui entre à n'importe quel moment. Les présumés ZDF qu'on a arrêtés à Kalunguta, visiblement, lorsque nous les avons vus parler aux OPJ ou aux éléments FRDC, qui les avaient déjà récupérés après les appels, ceux qui sont là, nous avons compris qu'ils parlaient le Kinyarwanda et qu'ils ne savaient rien de langue locale. Donc, des étrangers, des Rwandais, comme ceux qui attaquent effectivement au sud, comment ils sont arrivés ici? Est-ce qu'ils sont passés par la route que nous utilisons, que nous fréquentons pour quitter Rutshuru je crois, ou ça peut être oui et non. Oui, si oui. Où étaient les services de renseignement et de sécurité? Donc, c'est ça même les souciances dans le cas des autorités. Nous savons comment se fait le contrôle au niveau des barrières, au niveau des entrées, des passages d'une entité à une autre. Mais ce n'est pas le contrôle, c'est plutôt un raisonnement. On cherche seulement l'argent, mais ce n'est pas le contrôle au vrai sens. Parce que nulle part, quand vous quittez Goma, par exemple, jusqu'à Butembo, vous n'allez voir
par exemple, des militaires ou des gens des renseignements dire, voilà, vous pouvez descendre, nous voyons un peu ce que vous portez. Non, on ne peut pas se sentir gêné parce que nous savons les contextes que nous traversons. Mais nulle part, à part le fait qu'on va seulement demander les rapports, quelque chose, donc à terme d'argent aux chauffeurs ou aux conducteurs. Un danger, n'est-ce pas? Donc, si l'ennemi est passé sur la route pour venir à Kalunguta, pour arriver partout où il a infiltré, c'est que nous avons des autorités ou des services qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. J'ai parlé de porosité des frontières. Si vous voyez toutes ces frontières-là que nous partageons avec les 9 pays voisins, je parle spécialement ici de l'Ouganda et du Rwanda, sont vraiment perméables jour et nuit. Et donc, un Ougandais venir à RDC, s'il veut vraiment venir, sans passer même par la barrière, par les barrières qui sont par-ci, par-là, il peut y arriver n'importe comment. Il suffit de traverser une rivière et la personne va arriver sur le sol congolais. Mais partout là, contrairement à d'autres pays où les frontières sont sécurisées, à 1 mètre, vous devez rencontrer quelques militaires, à 1 mètre, vous rencontrez des militaires. Mais chez nous, c'est vraiment, les frontières sont autant poreuses qu'on peut entrer et revenir à n'importe quel moment. Et je crois que c'est ça, c'est ce qui devrait être la principale préoccupation de l'armée, tout en faisant effectivement de l'offensive, comme il le faut toujours, mais que je n'encourage pas pourtant. Donc, il devrait au même moment voir comment chasser l'ennemi, mais d'abord, faire de sorte que l'ennemi ne puisse pas avoir par où passer, c'est-à-dire sécuriser les frontières au point qu'on puisse contrôler les entrées et les sorties dans notre pays. Donc, si cela n'est pas encore fait, comprenez que nous allons toujours souffrir. Et c'est là où nous avons toujours demandé aux autorités des pays, dans nos correspondances, que la première des choses, si nous n'avons pas un effectif important au CDFRDC, nous devons alors voir comment collaborer encore avec la population et former des brigades de sécurité des frontières. Des gens comme, qui se vêtiraient comme des caca security, par exemple, ou des gardiens, comme nous les appelons chez nous ici. Des gens qui se vêtiraient comme ça. Et on laissait, l'État laissait, les identifie et les a déjà formés. Parce que si cela était fait, ce sont ces gens-là qui devraient remonter les alertes plus vite que même la population. Ensuite, il manque cette synergie, ce système-là de gestion des alertes. La population est toujours alertée, mais souvent, soit les alertes ont été négligées, soit nous avons appris, parce que quand on parle des attaques, on ne peut pas vraiment savoir les dissocier. Pour le cas de Kakwangura, j'avais appris qu'il y avait déjà un rapport d'alerte de notre service même de sécurité, mais qui avait été négligé par l'armée. Donc, nous avons de sérieux problèmes et l'ennemi nous connaît déjà. Parce que je sais, l'ennemi ne peut pas s'aventurer sur notre sol sans avoir étudié nos faiblesses. L'ennemi connaît déjà nos faiblesses, mais attention, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons croiser les bras? Je crois non. Nous, en tant que population, nous n'allons pas croiser les bras parce que le faire, ce serait céder la terre de nos ancêtres et nous n'aurons pas vraiment de justification pour répondre à cas où à nos enfants, à notre progéniture pour dire que voici, nous sommes de tel ou tel autre part. Donc, tout ce que nous vivons, je résume tout ce que j'ai dit, que c'est vraiment de l'insouciance des autorités, d'une part, de l'autre, des manques de stratégie ou de tactique, ou un engagement vraiment à mettre fin à la misère ou à la situation plutôt que nous vivons. Oui, Madame Rose Toumbiane, à quelques lignes, parlez-nous, vous le savez bien, vous êtes activiste pour les droits de la femme. Est-ce que vous pouvez parler par rapport au meurtre de la sœur docteur Sylvie, à quelques lignes? Ça nous a écœurés de voir une jeune, elle était encore jeune parce que la jeunesse, au niveau de l'Union africaine, on l'a définie même jusqu'à 45 ans. Elle était encore jeune, une jeune sœur religieuse, une jeune qui a aussi choisi de faire la médecine pour contribuer à sauver les vies humaines. Une jeune sœur qui aussi, avec ses talents et ce savoir-faire, a su accrocher les habitants, la communauté de Kalunguta. Une jeune sœur qui a pu même alerter avant
qu'elle ne puisse pas être attaquée par l'ennemi, de mourir comme ça, alors elle avait l'arme à main. Nous apprenons qu'elle était en train aussi d'alerter les malades. Nous apprenons qu'elle a alerté tout le monde avec son téléphone. Une jeune femme qui voulait encore sauver, même pas par vraiment des médicaments ou par ses stratégies médicales, mais qui voulait même sauver les malades et elle disait ce qu'on peut se sauver. Une jeune femme qui comptait beaucoup sur la sécurité de ces malades, de mourir. Donc, avec toutes les autres femmes, parce que j'apprends, comme vous dites, qu'il faut parler de la femme, et en tant qu'activiste des droits de la femme, d'autres femmes qui étaient aussi à l'hôpital pour chercher à donner des vies. C'est donc une chose qu'on peut qualifier de crime. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité lorsque nous pouvons avoir un gouvernement qui accepte d'enregistrer de tels cas. Parce que ce n'est pas le premier cas. Et c'est là où je suis en train de me dire, normalement, quand on est responsable, quand on est père, on doit se dire, si j'ai été surpris ici, mais il faut que ceci ne m'arrive plus. Mais nous connaissons plusieurs structures sanitaires qui ont déjà été attaquées par les mêmes ennemis qu'on appelle ADF. Nous connaissons des infirmiers qui ont subi les mêmes cas, qui ont perdu leur vie dans une même situation. Mais le gouvernement ne fait rien. J'insiste et je rappelle au gouvernement que la vie d'une personne ne doit pas être détruite alors que la personne voulait aussi sauver la vie d'une autre personne. La vie d'une femme ne doit pas être détruite lorsqu'elle voulait aussi s'apprêter à donner la vie à un autre être. Nous devons faire tout pour comprendre qu'il s'agit de crimes et nous devons le dire haut partout. Quand j'essaie d'écouter les plaidoyers des différentes délégations gouvernementales, je me dis, mais c'est vraiment encore, il y a encore des problèmes dans la façon même de faire ces plaidoyers. On ne sait pas montrer noir sur blanc que tout ce que nous vivons, ce sont des crimes contre l'humanité. On ne sait pas insister sur de telles choses, comme le font dans les autres pays, pour dire, par exemple, nous allons brandir des crimes les plus graves, et ce sont les cas que vous citez ici, effectivement, les cas des infirmiers, structures sanitaires, et les cas spéciaux, des cas des femmes et des enfants. Mais pour nous, on ne sait pas encore le faire. C'est ici où j'en appelle encore au gouvernement de pouvoir être sérieux dans tout ce que nous faisons, de pouvoir documenter, parce que je sais même que le gouvernement peut avoir difficilement les rapports de toutes les personnes qui nous ont déjà laissés par cette situation de massacre. Mais en tout cas difficilement. Et j'hésite que ces documents puissent exister. Donc c'est un problème. Nous sommes de cœur avec toutes les femmes qui sont dans des hôpitaux, dans des endroits insécurisés et qui passent leur nuit la peur au ventre. Dieu est là et je leur demande d'être toujours fortes et à la population de se mobiliser toujours, de rester vigilants. Et de se mobiliser veut dire aussi d'être prêt toujours à affronter même l'ennemi s'il arrive. Et c'est ici que nous pouvons nous organiser en groupe pour voir comment nous pouvons faire avant que l'ennemi ne nous surprenne. Oui, vous savez, je rappelle aux internautes que vous êtes Rose Kahambutombeane, coordonnatrice de la DIFEGU, qui est la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance. Dans les médias de Butembo, Madame Rose, vous avez estimé que le peuple ne peut plus compter sur les autorités pour la sécurité. Et si vous avez fait une sensibilisation sur l'autoprise à charge, à quoi, selon vous, cette autoprise à charge et consister? Merci. Quand nous parlons de l'autoprise à charge, nous voulons demander à la population d'être vigilante et de s'organiser. C'est-à-dire, par quartier, il y a la possibilité de se dire, nous pouvons nous organiser à jeunes et nous pouvons chaque fois passer nuit telle part. Même aussi au sein de la famille, on peut se dire, ok, soyez toujours vigilants parce que nous pouvons être surpris à n'importe quel moment. Et nous le faisons déjà, n'est-ce pas? Ne soyons pas surpris négativement. Si jamais l'ennemi arrive, ok, ne soyons pas passifs, mais soyons aussi toujours actifs. Je vais dire que la population ne soit pas surprise parce que déjà on nous surprend n'importe à quel moment.
Et nous devons savoir déjà désormais que l'ennemi peut nous arriver n'importe où. Ici à Butembo, nous avons déjà enregistré une attaque. Voilà, à Maboya, on l'a déjà enregistré. C'est-à-dire, toutes les entités pratiquement sont sous menace. Et quand j'ai dit aux gens de se prendre à charge, c'est-à-dire que chacun d'abord soit prêt dans sa maison pour dire qu'il peut intervenir, il peut réagir à une potentielle attaque. Je n'ai pas dit que nous ne pouvons pas mourir. Non, nous pouvons être surpris, mais j'ai dit que nous fassions quelque chose. N'est-ce pas? Vous êtes plus informé que moi, vous avez même été à Maboya, mais il y a un jeune papa qui a su même arracher la machette entre les mains de l'ennemi. Mais il est vivant aujourd'hui. Et nous prions pour sa santé. Nous apprenons qu'il est en train d'évoluer bien. Donc, c'est cela que nous avons demandé. Il a su parce qu'il a eu la force, mais nous demandons aux gens d'avoir aussi, par exemple, ces outils-là, et je rappelle ça, d'avoir ces outils-là parce que des fois, l'ennemi n'est pas extra. C'est question de se dire, nous allons nous mettre aussi prêts, que ça soit la mort ou pas, mais que je sois quand même aussi prêt à défendre. Donc, c'est cela. Parce que dans plusieurs entités où nous perdons les gens, ce sont des entités où on ne s'attendait pas. En fait, on est surpris souvent. Et maintenant que nous sommes déjà assez surpris, que nous puissions aussi être vigilants. C'est dans ce sens-là que j'en appelle effectivement à l'autoprise à charge. Je n'appelle pas les gens à aller s'enrôler dans des groupes rebelles, mais je me dis nous pouvons nous organiser et nous organiser dans les quartiers en attendant peut-être que le gouvernement soit sensible à nos demandes de dire est-ce qu'on peut avoir des brigades de sécurité, mais nous aussi nous pouvons le faire. Et je dis même, je me réfère même à un système que font des jeunes de certaines entités, de certains plutôt quartiers de la ville de Butembo. Il y a des quartiers où même les bandits ne se baladent pas. Parce qu'on sait que là-bas, on est organisé et on est éduqué à se défendre. Nous pouvons faire autant partout. Et je crois que l'ennemi peut aussi avoir peur. Nous avons déjà fait cette démonstration lorsque l'ADF est arrivé ici. Je crois que l'ADF avait subi aussi des lourdes pertes. C'est parce qu'il y a eu des jeunes courageux qui s'étaient dit non, suivons ces gens-là. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est de cela dont je parle. Je voudrais que ça soit généralisé, que tout le monde prenne conscience et que nous comprenions que le danger est désormais partout. Donc on ne peut plus parler des problèmes de telle part. Nous devons comprendre déjà que le danger est partout. Et qu'on passe nuit, même la journée, qu'on la passe toujours vigilant. Oui, Madame Rose, c'est 4 mois après que les forces armées de la République démocratique du Congo ont entamé les offensives contre les terroristes du M23. Quant à ça, quel est votre commentaire? Je dois d'abord encourager les vaillants soldats de ces côtés, et à part le fait qu'il y ait beaucoup de trahisons qui les ont affaiblis. Je sais même qu'à Ben, ici, il y a des difficultés, des soucis que je suis en train d'évoquer ici. C'est parce qu'il y a toujours des trahisons. Je commence par là parce que c'est là aussi la grande cause, et à part le fait que les frontières sont poreuses, mais c'est aussi ça la grande cause. L'armée est infiltrée et cela donne la place à la trahison. Lorsque on a commencé les offensives contre les M23, l'armée était en train d'évoluer. Il y a 4 mois, comme vous le dites là. Mais après, on a compris qu'il y a eu repli et directement, on a été informé que la ville de Bunagana a été déjà prise et récupérée par l'ennemi. Aujourd'hui, nous avons encore assisté, plutôt nous sommes en train d'être informés des offensifs, mais c'est quelques jours après que nous sommes en train de suivre aussi des procès contre des officiers, 2 officiers principalement, qui sont accusés de haute trahison parce qu'ils avaient cédé, selon même le ministère public, ils avaient cédé la ville de Bunagana. Ils avaient fui devant l'ennemi. Et c'est cette trahison qui affaiblit notre armée. Je crois qu'avec l'analyse, plutôt avec la situation qui se passe à Bunagana, il y a lieu d'encourager les FARDC, mais de demander plutôt aux autorités de faciliter la tâche à l'armée. Par faciliter la tâche à l'armée,
Je vais dire donc que les autorités, notamment le président qui est le commandant suprême des FARDC, puissent accélérer cette restructuration rapidement parce qu'il y a l'ennemi qui a déjà pris une partie de notre territoire national et il y a les ennemis qui sont en train de tirer les gens du côté de Beni et Ituri et donc ils doivent accélérer ça au point de retirer tous les infiltrés, tous les gens qui trahissent les stratégies militaires. Nous le savons, nous avons toujours été sur le terrain. À Beni comme à Bunagana, on a enregistré ces trahisons et c'est ce qui tue notre pays. Donc, j'essaie de m'imaginer qu'envoyer l'armée qui a des traîtres dedans, aller combattre les M23, ce n'est pas lui faciliter la tâche. Et donc, faciliter la tâche, les autorités doivent vraiment voir comment purger les FARDC le plus vite possible, afin que nous puissions avoir des unités ou des brigades qui sont vraiment saines, qui vont faire face à l'ennemi. Un ennemi qui n'est pas si facile, un ennemi qui a un soutien de tout un pays qui maîtrise la région où se passent les offensives, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, un ennemi qui a aussi un autre soutien, et c'est celui des Nations Unies, qui déclarent par leur bouche autorité, d'abord par le porte-parole de la MONUSCO, ensuite par le secrétaire général des Nations Unies lui-même, que vraiment les M23 sont puissants. Et donc, nous, conscients de cette situation, de cette gravité des choses, le gouvernement doit éviter de travailler avec les brigades infiltrées. Des brigades qui ont les Rwandais qui sont venus du M23 même, qui sont venus du CNDP, et donc qui sont des frères à l'ennemi. Parce que ça, c'est exposer les vies des militaires aussi. Ici, nous parlons de morts du côté civil, mais nous oublions des fois que les militaires aussi enregistrent des morts, des pertes graves, des pertes énormes. Et c'est là où nous devons arriver à demander aux autorités d'avoir encore plus de conscience, que c'est la conscience qu'il a comme gouvernement, et de pouvoir aider, sauver les vies humaines de nos vaillants, les vaillants qui sont là, qui sont dans l'armée, les patriotes qui sont dans l'armée, parce qu'ils sont exposés, mais plutôt de leur permettre de battre l'ennemi avec une armée de brigades saines. Deuxièmement, à Bunagana, non seulement à Bunagana, mais si vous tournez du côté de Rutshuru, je vais encore évoquer le problème de perméabilité. Des villageois peuvent se déplacer facilement de notre frontière, facilement. Mais du côté du Rwanda, tu ne peux même pas faire 2 mètres, ou même un seul mètre sans rencontrer des agents de sécurité. Mais chez nous, c'est perméable, au point qu'on est en train d'envoyer nos forces armées, les éléments des FARDC sur la ligne de front, pendant que les Rwandais est en train d'envoyer d'autres, et André aisément, sans effort, sans fournir des efforts sur notre sol, parce que les frontières sont vraiment ouvertes et libres. Et c'est cela, c'est par cette voie que le gouvernement devrait aussi faciliter la tâche au FARDC. Il devrait d'abord travailler sur la sécurisation des frontières et l'assainissement des forces armées, surtout des brigades qui sont dans des zones où se passent les opérations. Dire leurs histoires là qu'ils ont toujours évoquées, oh tel n'est pas rwandais, ça on ne peut pas s'engager dans un tel débat. Ici, nous voulons seulement avoir une armée forte et nous pensons que l'armée forte, c'est cette armée-là qui n'aura pas des gens qui ont combattu du côté des ennemis, de l'ennemi d'aujourd'hui, qui a été anéanti et qui est revenu aujourd'hui. Mais c'est cela que nous demandons. Le débat sur la nationalité viendra après avoir sauvé les vies humaines de nos frères et sœurs, après avoir sauvé aussi la partie de notre nation qui est en danger, qui est détenue aujourd'hui par l'ennemi. Nous disons donc courage à nos forces. Nous sommes de cœur avec nos forces. Nous ne pouvons pas vraiment décourager les forces armées lorsqu'elles sont en train de se battre. Nous n'avons qu'à les encourager, mais nous demandons à leur père, ce qui est le gouvernement, de faciliter aux enfants, à ces jeunes, à ces voyants, le travail et la tâche, que de l'exposer gratuitement. Oui, Madame Rose Tombia, nous sommes à la fin de notre entretien. Et mot de la fin. Ce que je peux demander ce que je peux placer comme mot de la fin, je demande au gouvernement d'être sérieux. Sérieux, c'est-à-dire considérer la question de la paix comme une priorité des priorités.
qu'ils considèrent cela comme vraiment la seule priorité que nous avons comme pays. Parce qu'il s'agit de l'intégrité territoriale, il s'agit des vies humaines que nous perdons chaque jour. La sérieuxité veut dire de travailler urgemment sur les causes. Il ne suffit pas d'envoyer les forces sur le terrain avec morale ou quoi, mais encore faut-il leur faciliter la tâche parce qu'ils n'ont pas la compétence. Peut-être enlever les effectifs, ce n'est pas dans leurs compétences, mais c'est dans la compétence de l'autorité suprême. Ils doivent le faire, plutôt elle doit le faire, et le gouvernement doit aussi être sérieux de tout ce qu'ils entreprennent comme mesure. Nous ne voulons plus attendre des questions de développement ou quoi que ce soit. On développe un pays qui est unique, qui a des frontières sécurisées ou qui n'a pas encore perdu une de ses parties. Au voyage soldat, nous disons beaucoup de courage, nous croyons à vous, nous n'avons qu'une seule armée et nous comptons sur votre technicité parce que nous sommes conscients autant que vous que l'ennemi n'est pas facile à maîtriser vu sa force et surtout la force que l'ennemi pise de ses différents soutiens. Nous sommes délaissés comme un pays, nous n'avons aucun soutien. Aujourd'hui, pratiquement et visiblement, mais l'ennemi a beaucoup de soutien. Mais nous comptons sur vous parce que vous êtes nos forces. À la population, je demande tout simplement d'avoir cet esprit de résistance qui l'a caractérisé depuis le début de cette situation de massacre ou depuis le début de ces évasions, de ces attaques, parce que l'M23 n'est pas son premier forfait aujourd'hui. Nous avons résisté, nous devons continuer à résister. Résister veut dire ne pas laisser un seul centimètre à l'ennemi, mais nous devons aussi agir. Agissons. Nous vivons. Soyez conscients de la grandeur, de la sérieuxité de l'agression. Soyez conscients de ces soutiens dont bénéficie l'ennemi et soyons toujours en collaboration. Je demande aux autorités militaires qui sont dans ces zones opérationnelles de collaborer et de ne pas penser que tout le monde est ennemi, mais de collaborer pour que nous puissions chercher ensemble l'ennemi commun, qui est le M23, qui est l'ennemi qui tire du côté de Beni, l'ennemi commun aussi, qui peut aussi avoir déjà infiltré non seulement l'armée, mais aussi nos communautés. Nous devons les chercher ensemble, soudés, collés et collaborant à ces passages des informations, des mots de passe. Ensemble, nous pouvons y arriver, mais que chacun d'abord soit la garde, constitue la garde ou la sécurité de son entité ou de sa famille. Merci. Oui, nous sommes à la fin de notre entretien. Nous vous disons merci de nous avoir réussi dans votre vie. C'est moi qui remercie Léon Joléo et je crois que c'est aussi une guerre médiatique que nous faisons. Merci à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Merci à tous les internautes qui vont nous lire. Merci. Je suis Mwana Mpenzi Manzekele à la présentation.